Au Japon, rien n'est fait sans contrôle. Les routes s'inclinent, les passions s'apprivoisent. Le football y a trouvé sa voie dans la sagesse d'un peuple qui préfère maîtriser avant d'oser. Longtemps dominé par le baseball, il n'a pas cherché la lumière. Il a grandi dans l'ombre, dans l'effort et l'attente. C'est peut-être pour ça, lorsqu'il s'est enfin éveillé, que le football est devenu un art. Une discipline née du silence pour apprendre à rêver autrement. Et pourtant aujourd'hui, les samouraïs blues ne frappent plus à la porte. Ils l'enfoncent. Alors la question ne se pose plus comme une provocation, mais comme une évidence à interroger. Pourquoi, malgré ces signes, le Japon n'est-il pas reconnu comme une grande nation du football mondial ? Remonter le fil de ces siècles de ballons, remonter jusqu'à cette idée simple, le football n'est pas arrivé au Japon par hasard, il a été choisi, apprivoisé et transformé. L'histoire du football japonais commence en 1873, quand des officiers de la Royal Navy britannique, venus former l'armée impériale, introduisent un sport encore inconnu, le football. C'est à l'Académie navale de Tokyo, futur collège impérial, que les premiers coups de pied dans le ballon rond sont donnés. Le Japon entre dans l'histoire du football à peine 10 ans après l'unification des règles en Angleterre, pionnier parmi les nations d'Asie. Rapidement, le sport se propage dans les écoles normales. Institutions chargées de former les enseignants selon le modèle éducatif français après la Révolution, ceux-ci deviennent les premiers ambassadeurs du football au Japon, diffusant la pratique dans toutes les régions. Le Kansai, Kanto, Tokai, le ballon roule déjà, bien avant la naissance d'un championnat ou d'une fédération. Les débuts sont rudes. La sélection japonaise, composée de lycéens et d'anciens élèves parfois âgés de 15 ans, subit un 5-0 contre la Chine, puis un 15-2 contre les Philippines. Pourtant, 30 000 spectateurs sont au rendez-vous au stade de Shibora. Le message est clair, le football a trouvé son public. En 1921, le Japon structure son football, Japan Football Association, JFA. Cette même année débute la première édition de la All Japan Amateur Football Championship, ancêtre de la Coupe de l'Empereur. Les résultats suivent. En 1923, lors des 6e Jeux de l'Extrême-Orient, le Japon dispute son premier match international officiel et s'incline 5-1 contre la Chine. Mais 4 ans plus tard, en 1927, à Shanghai, le Japon signe sa première victoire internationale en battant les Philippines 2-1. Et en 1930, lors de la 9e édition du tournoi à Tokyo, le Japon a atteint un jalon historique. Victoire 3-0 contre les Philippines, victoire 5-1 contre les Indes néerlandaises, actuelle Indonésie, puis 3-3 contre la Chine. Le tournoi se termine à égalité avec l'Empire du Milieu, une performance fondatrice. Dans les années 1930, alors que le Japon commence à récolter les premiers fruits de sa structuration footballistique, un homme venu d'ailleurs, Shodin, va bouleverser à jamais la façon japonaise de jouer. Par une rencontre fortuite, il devient entraîneur de l'équipe du lycée supérieur de Waseda à Tokyo. Très vite, son approche fait mouche. Son football est inspiré des écoles écossaises, privilégier la passe courte, le mouvement et la patience. Un jeu qui pense avant de courir. Le short pass football. Un style basé sur la circulation courte, le mouvement sans ballon, la possession collective. À rebours du football direct, physique dominant à l'époque. Ce style séduit par sa fluidité. 2 titres nationaux consécutifs plus tard, Shodin devient une référence. Il est sollicité à travers tout le pays, encadre des clubs, rédige des manuels, forme des entraîneurs. Son influence est si profonde que le jeu de passe courte deviendra des décennies plus tard la signature tactique du Japon, du lycée à la sélection nationale. En 1929, la JFA est officiellement reconnue par la FIFA, une étape décisive pour l'ouverture du Japon sur la scène internationale. 7 ans plus tard, c'est à Berlin, lors des Jeux Olympiques de 1936, que le Japon entre pour la première fois dans la lumière du grand football mondial. Le tirage les oppose à la Suède, l'un des favoris au tournoi, médaillé de bronze en 1924 et réputé pour sa puissance physique. Le 4 août 1936, au Pottstadion de Berlin, les Japonais sont rapidement menés 2-0 à la mi-temps. On pense que le match est plié.
Mais ce qui suit est historique. En deuxième période, les Samurai Blue renversent le match grâce à un but de Taizo Kawamoto, suivi de Tokutaro Ukon. Akira Matsunaga inscrit le but de la victoire. La Suède, pourtant grandissime favori de ces JO, est éliminée. Jamais encore une équipe asiatique n'avait renversé une puissance européenne. Ce jour-là, la presse allemande parle de miracle de Berlin. Le Japon, alors pays encore marginal dans la hiérarchie du football mondial, vient de signer une victoire fondatrice. Au tour suivant, le Japon s'incline logiquement 8-0 face à l'Italie, future championne olympique, menée par un certain Giuseppe Meazza. Le Japon a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec l'élite, et surtout que son style basé sur l'intelligence de jeu peut faire vaciller les puissances. Akira Matsunaga, le héros de cette rencontre, sera mobilisé par le pouvoir nippon pendant la Seconde Guerre mondiale, où il perdra la vie dans la bataille de Guadalcanal. L'année 1964 marque un tournant historique. Tokyo accueille pour la première fois les Jeux Olympiques, symbole du Japon reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Le pays s'est relevé économiquement, il veut désormais se montrer au monde sportif. Mais un constat s'impose. Si la logistique est impeccable, le niveau de l'équipe nationale ne l'est pas. Le Japon est loin des standards internationaux. La JFA, la fédération japonaise, décide alors de prendre une décision audacieuse. Pour la première fois de son histoire, elle confie le destin de sa sélection à un entraîneur étranger. Dietmar Kramer, technicien allemand, ancien formateur de la Fédération de l'Allemagne de l'Ouest, réputé pour son exigence et son sens de la discipline. Dès son arrivée à Tokyo, Kramer comprend que le football japonais souffre d'un déficit structurel. Manque de puissance, naïveté tactique, formation inégale, son approche sera radicale et systémique. Il met en place un travail de fond sur 3 piliers. La rigueur tactique, avec des schémas précis et une coordination défensive millimétrée, la technique individuelle, répétée jusqu'à l'épuisement, contrôle passe, transition rapide, la discipline mentale, inspirée des arts martiaux japonais. Kramer introduit dans le football la notion de zanchin, la concentration qui persiste après l'action, un état d'attention totale. Les joueurs, d'abord sceptiques, finissent par comprendre qu'ils ne sont pas seulement entraînés pour jouer, mais pour penser le football. Sur le terrain, Kramer impressionne. Lors des séances d'entraînement, il démontre une maîtrise technique supérieure à celle de ses propres joueurs. L'humilité japonaise fait le reste. Les critiques cessent, l'adhésion naît. En 1964, le Japon accueille les Jeux Olympiques. Et sous ses ordres, le pays hôte s'incline d'entrée face à la Tchécoslovaquie 4-0, puis bat l'Argentine 3-2, un des favoris du tournoi. Avant de tenir tête au Ghana, les Samurai Blue atteignent les quarts de finale battus par la Yougoslavie 6-1, futur finaliste. C'est la meilleure performance japonaise à ce moment-là. Mais l'essentiel n'est pas dans le résultat, il est dans le socle posé par Kramer. Pour la première fois, le Japon montre une équipe organisée, disciplinée, tactiquement cohérente. Les bases du football moderne japonais viennent d'être posées. Les fruits du travail de Kramer éclatent au grand jour. Son successeur, Ken Naganuma, applique fidèlement les principes hérités de l'allemand. Lors des Jeux Olympiques organisés au Mexique en 1968, le Japon sort du groupe B, devant le Nigeria et le Grand Brésil. Second derrière l'Espagne, les Nippons battent la France en quart de finale, puis s'inclinent lourdement contre le futur vainqueur de ces JO, la Hongrie. Lors du match pour la 3e place, le Japon s'impose 2-0 face au Mexique, signant la première médaille olympique de son histoire dans un sport collectif. Le capitaine, Kunichige Kamamoto, meilleur buteur du tournoi avec 7 buts, devient un héros national. Le Japon termine avec 5 victoires, un nul, une défaite. Mais surtout, il gagne le respect du monde entier. Dietmar Kramer, reparti en Allemagne dès 1965, est salué comme le père du football japonais moderne. Son influence dépasse le cadre du jeu. Erste Bundesliga eingeführt. 1963 ist sie dann eingeführt worden. Wir haben gewusst, wenn wir eine starke Liga haben, wird die Nationalmannschaft umso stärker.
Und ich habe auch in Japan gesagt, wir brauchen eine starke Liga und sie wird die Voraussetzung für den Erfolg der Nationalmannschaft liefern. Son idée de créer une ligue nationale structurée sera concrétisée peu de temps après son départ, en 1965, avec la naissance de la Japan Soccer League. Ce championnat semi-professionnel devient le laboratoire du football nippon pendant près de 3 décennies. Entre 1964 et 68, le Japon a tout changé. Son niveau, son regard sur lui-même et son ambition. Il n'est plus un pays d'apprentis, il devient un bâtisseur du futur. La médaille de bronze remportée à Mexico en 1968 avait tout d'un acte fondateur. Une génération brillante, une reconnaissance internationale, une vision claire héritée de Kramer. Sur le papier, tous les voyants étaient au vert. Et pourtant, le football japonais va plonger dans une ère de stagnation. Pendant près de 3 décennies, le Japon disparaît de la carte mondiale. Pas de participation à la Coupe du Monde, aucune qualification olympique, peu d'infrastructures, des clubs semi-professionnels dépendants des entreprises. Le pays entre dans ce que les historiens appelleront plus tard l'hiver du football japonais. Durant les années 1970 et 80, le football nippon vit en vase clos. La Japan Soccer League, fondée en 1965, rassemble majoritairement des clubs d'entreprise, Mitsubishi, Yamar Diesel, Furukawa Electric, des structures solides, mais sans logique de spectacle ni d'ancrage territorial. Le championnat se joue dans l'indifférence médiatique. Le baseball reste roi, les stades sont clairsemés. Et la télévision ignore le ballon rond. Malgré quelques éclairs comme les performances de Kunichige Kamamoto, aucune génération ne parvient à raviver la flamme de Mexico. Un frisson toutefois va parcourir les travées du football nippon. En 1977, un milieu de terrain talentueux du club de Furukawa Electric, Yasuhiko Okudera, signe au FC Cologne en Bundesliga. C'est une première historique. Un Japonais rejoint un club professionnel européen. À Cologne, Okudera déjoue tous les pronostics. Titulaire, rigoureux, technique, il participe à la conquête du titre de champion d'Allemagne en 1978. Puis joue plusieurs saisons au Hertha Berlin et au Werder de Brême. La presse allemande le surnomme « l'ordinateur de l'Est ». Pour la jeunesse japonaise, il devient une icône, à tel point qu'il sera honoré par Yoichi Takahashi, créateur du manga Capitaine Tsubasa ou Olivet Tom en français. Et pour la JFA, il est un révélateur. Le Japon a bel et bien les moyens d'exister au plus haut niveau. Il ne manque plus que des structures adaptées. 9 ans plus tard, âgé de 34 ans, Okudera rentre au pays. Son retour agit comme un catalyseur. La fédération modifie ses statuts. Jusque-là strictement amateur, Okudera devient le premier joueur japonais de l'histoire à obtenir un contrat professionnel de joueur de foot. Désormais, pour la première fois, les joueurs peuvent signer des contrats à plein temps, en dehors du carcan des entreprises. En 1979, dans une indifférence presque polie, naît la Fédération japonaise de football féminin. Un an plus tard, la première coupe féminine du Japon voit le jour. Sur des terrains souvent improvisés dans des stades à moitié vides, les pionnières frappent le ballon comme on défie le destin. Le FC Jinan soulève le premier trophée, puis vient la dynastie du Shimizu Daihachi. 7 ans de règne sans partage, 7 ans de passion anonyme. Ces clubs aujourd'hui disparus ont ouvert le chemin, pavés de sueur, d'abnégation et d'oubli. Des décennies plus tard, il reste un flambeau, le Tokyo Verdy Belleza, seule équipe féminine professionnelle de la capitale. Belleza domine sans arrogance, comme une évidence. « 18 titres de champion, 14 coupes, une influence qui dépasse les chiffres. Car Belleza, c'est la preuve que la patience japonaise finit toujours par donner des fruits. » Le Japon féminin, longtemps à la traîne, est devenu une référence mondiale.
Et tout a commencé là, dans ce Japon des années 80, où quelques femmes ont choisi de jouer quand personne ne les regardait encore. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 1986, le Japon est éliminé par sa grande rivale asiatique, la Corée du Sud. Battu 1-0 à Séoul, puis victoire insuffisante 2-1. Les Samurai Blue voient s'échapper un rêve vieux de 50 ans. Et cette fois, l'excuse ne passe plus. La Corée du Sud a déjà professionnalisé son championnat, la K-League, en 1983, et dispose d'un système plus moderne, plus ambitieux. Le Japon est à la traîne. Dans les coulisses, les débats s'intensifient. Faut-il réformer en profondeur ou maintenir le statu quo ? C'est finalement une vision ambitieuse, portée par les dirigeants de la JFA, qui s'impose. Si nous voulons aller à la Coupe du Monde, il faut que le football cesse d'être un loisir de bureau. Les discussions aboutissent à un projet concret, la création d'une ligue professionnelle, ouverte au public, structurée autour des clubs ancrés régionalement et non pas affiliés à des entreprises. Une révolution culturelle dans un Japon encore marqué par le lien travail-sport. La décision est prise, la J-League voit le jour en 1993, mais avant cela il faut préparer le terrain. Dans l'ombre, la transformation est déjà en marche. Le Japon construit sa renaissance. Il faut parfois une tragédie pour souder un peuple autour d'un sport. Au Japon, ce rôle a été joué par un ballon repoussé du bout des doigts, une frappe manquée et un coup de sifflet aux allures de glas. Le 28 octobre 1993, au stade Al-Ali de Doha, le Japon mène 2-1 face à l'Irak. À la 90e minute, les Samurai Blues sont virtuellement qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais dans les arrêts de jeu, Jafar Omran crucifie les Japonais d'un but de la dernière chance. Score final 2-2. La Corée du Sud, elle, se qualifie. Cet épisode entrera dans l'histoire sous le nom de tragédie de Doha. Quelques mois plus tôt, un autre événement avait bouleversé le paysage footballistique nippon. Le 15 mai 1993, le championnat professionnel du Japon, la J-League, voyait officiellement le jour. Avec 10 clubs fondateurs, une structure indépendante des entreprises, une stratégie de régionalisation et surtout une ambition claire. Faire du football un pilier de la culture sportive japonaise. Pour cela, la fédération et les dirigeants de la ligue misent sur des stars internationales. Zico arrive à Kashima Antlers, Pierre Libatsky arrive à Ishihara, ou encore Gary Lineker à Nagoya Grampus. Le public répond présent, les stades sont pleins, les diffuseurs s'arrachent les droits, les enfants rêvent de devenir footballeurs professionnels, le Japon enfin tombe amoureux de son propre football. La tragédie de Doha aurait pu tout briser, mais elle devient un propulseur d'engagement populaire. Le Japon découvre l'ivresse de l'attente, la violence de l'échec et la noblesse de la reconstruction. Les larmes de Doha deviennent le ciment d'une génération. Et très vite, les efforts structurels portent leurs fruits. La J-League s'élargit, les centres de détection se multiplient, le JFA Academy, fondé en 2001, pose les bases d'un système inspiré par des modèles allemands et français. L'encadrement technique est modernisé, les entraîneurs certifiés, et la fédération lance un plan. Un plan prénommé Vision 100, 100 joueurs japonais titulaires en Europe d'ici 2010. Sous la direction du sélectionneur Takeshi Okada, la campagne qualificative est tendue. Le match décisif, un barrage face à l'Iran disputé à Johor Bahru, en Malaisie, qui se termine en prolongation par un but en or signé Masayuki Okano. 5 ans après la naissance de la Ligue, le Japon entre dans l'histoire. Les Samurai Blue se qualifient pour la Coupe du Monde 1998 en France. À Lens, le 14 juin 1998, le Japon dispute son premier match de Coupe du Monde face à l'Argentine de Batistuta. Défaite 1-0. Le Japon perd également face à la Croatie et la Jamaïque. 3 matchs, 3 défaites. Mais l'essentiel est ailleurs. Le Japon a rejoint la table des grands. L'année suivante, en 1999, les Jeux Olympiques confirment le progrès du football japonais. La génération issue des années 80 commence à éclore. Ce n'est pas encore l'heure de Nakata.
Pas tout à fait, mais celle d'un jeune promis à une trajectoire singulière, Junichi Inamoto. 2 ans plus tard, Inamoto est sélectionné pour la Coupe des Confédérations 2001. Ses prestations solides séduisent un entraîneur au flair bien connu du football mondial, Arsène Wenger. L'Alsacien à la tête d'Arsenal se souvient avoir repéré Inamoto lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent. Séduit par son énergie, il décide de le faire signer à Londres. Mais la marche est trop haute. L'adaptation à la première ligue se révèle brutale. Le japonais découvre un football plus physique, plus rapide, plus vertical que tout ce qu'il a connu. Et Wenger, lucide, comprend vite que le fossé est trop grand. Inamoto devient le premier joueur japonais de l'histoire à signer en première ligue, mais aussi le symbole d'une ambition prématurée. Le rêve anglais se transforme en épreuve, et lorsqu'Arsenal sera sacré champion, son nom ne figurera nulle part. Avant lui, aucun japonais n'avait franchi les portes d'un grand club anglais, mais il laisse une trace invisible, celle du premier pas, celui qui permet aux autres d'aller plus loin. Inamoto n'a pas conquis l'Angleterre, mais sans lui, peut-être que le Japon n'aurait jamais osé la défier. La Coupe du Monde 98 en France est un apprentissage douloureux, mais derrière l'échec, une génération se révèle. Hiroshi Nanami, Shinji Ono, Shoji Joe, et au milieu d'eux, un joueur qui ne ressemble à aucun autre. Hidetoshi Nakata. Nakata n'est pas le premier joueur à jouer en Europe. Okudera et Miura l'ont précédé, mais il sera le premier à ouvrir une brèche culturelle. Non seulement un joueur, mais une image, un symbole. Lorsqu'il débarque en Italie, on parle davantage marketing que de football. Les médias italiens y voient d'abord une opération commerciale. Ils se trompent. Saison 98-99, championnat d'Italie. La Serie A à l'époque, le meilleur championnat du monde. Pour son premier match, le Pérouse de Nakata affronte la Juventus, championne en titre et finaliste de la Ligue des Champions. Le Japonais entre en seconde période. À 19 ans, il avait été recalé après un essai d'1 mois à la Juve. Alors que son équipe est menée 3-0, en quelques minutes il inscrit un doublé. Mais l'Italie découvre un joueur venu d'un autre monde. Pendant près de 10 ans, il va la faire trembler. Le destin venait d'envoyer son premier signe. Nakata termine la saison avec 10 buts en 33 apparitions, mais son impact dépasse les chiffres. En un an, le nombre de touristes japonais à Pérouse augmente de 800%. Soit près de 30 000 visiteurs. Le club devient un phénomène médiatique. Alors que Pérouse le déclare intransférable, l'AS Roma fait une offre impossible à refuser. Son père, qui gère sa carrière, accepte. 30 milliards de lire, près de 15 millions d'euros, et l'arrivée de Dmitri Alenichev dans la transaction. La Roma de Fabio Capello, qui réclame personnellement Nakata, voit en lui bien plus qu'un joueur, un accélérateur de mondialisation. Capello bâtit une armée pour reconquérir le Scudetto. Batistuta, Samuel, Nakata, le japonais devient le super sub de luxe de Francesco Totti. Face à la Juve, encore elle, Nakata entre, marque et fait marquer. Il permet à la Roma de rester en tête. Quelques semaines plus tard, la capitale s'enflamme. L'AS Roma est championne d'Italie, 18 ans après son dernier titre. Dans un championnat obsédé par la force, Nakata apporte le geste qui respire. L'Italie ne voit plus un produit marketing, elle découvre une manière de penser le football. L'été suivant, la Roma flaire le coup politique. Antonio Cassano, 19 ans, gamin de Bari, talent brut au tempérament volcanique. Pour le faire signer, il faut libérer une place d'extra-communautaire, et c'est Nakata qui saute. Pas pour des raisons de jeu, il n'a jamais déçu, mais parce qu'il est né du mauvais côté de la carte. Dans un calcio encore verrouillé sur lui-même, le japonais paie pour le système. Son transfert à Parme ressemble à une porte de sortie honorable. Sur papier, c'est un beau projet. Une équipe de talent, Cannavaro, Miku, Hakan Şükür, de quoi avoir des ambitions européennes, un football léché.
Mais la réalité est tout autre. Les cadres sont partis et les joueurs phares enchaînent les blessures. Dans ce chaos, Nakata tient le rang. Mais autour de lui, tout s'effrite. Les passes ne trouvent plus preneur, les enchaînements meurent dans le vide. Parme finit 10e. Une saison sans bruit, mais qui use les nerfs, alors que le Japon s'apprête à accueillir sa première Coupe du Monde. En 2002, le Japon est co-organisateur de la Coupe du Monde, avec la Corée du Sud. C'est un événement historique. Jamais l'Asie n'avait accueilli le mondial. Et le Japon, avec Shinji Ono, tient dans ses rangs le premier japonais à avoir remporté une Coupe d'Europe avec la Ligue Europa en 2002 et le Feyenoord Rotterdam. Pour le Japon, c'est l'heure de vérité. Sous la direction du Français Philippe Troussier, les Samouraïs Blues brillent. Un nul 2-2 face à la Belgique, une victoire 1-0 contre la Russie, et enfin un succès 2-0 face à la Tunisie. Le Japon termine premier de son groupe, devant la Belgique. En huitième de finale, ils affrontent la Turquie à Miyagi. Sous une pluie battante, le pays du soleil levant s'incline 1-0 sur un but de Omid Davala. Malgré cette élimination, la fierté est immense. Pour la première fois, le Japon a franchi un cap sportif et organisationnel. 2002 est un baptême du feu réussi, mais surtout une consécration populaire. Conclusion, le Japon entre dans la modernité. En moins de 10 ans, le Japon est passé d'un championnat naissant à une ligue reconnue, d'une nation absente des grands rendez-vous à un acteur majeur de la scène asiatique. Après la Coupe du Monde 2002, Nakata reste fidèle à son exigence. À Parme, il fait jouer les autres. Adriano, Motu profitent de ses passes. Mais le japonais recule dans la hiérarchie. La star absolue du football nippon finit par être prêté à Bologne. À la fin de la saison 2003-2004, il rejoint la Fiorentina alors en pleine reconstruction. 3 entraîneurs se succèdent. Aucun ne trouve où le placer. Sur le banc, Nakata s'efface. En 2005, il tente l'aventure à Bolton Wanderers, en première ligue. Sam Allardyce, alors coach de Bolton, ne l'avait pas vraiment demandé. Il lui accorde 60 minutes par match, rarement plus. Assez pour rappeler qu'il reste un joueur de devoir et pour être appelé au Mondial 2006. Le Japon se présente en Allemagne avec la volonté de prouver sa progression. Mais rien ne s'enchaîne. Défaite face à l'Australie, nul contre la Croatie, chute face au Brésil, le pays repart sans victoire. Nakata vidé quitte la pelouse du Signal Iduna Park, la tête basse. Il a 29 ans. Et il dit stop. Nakata n'est pas le seul à s'exporter. Le meneur de jeu Shunsuke Nakamura, du Yokohama, s'engage avec la Regina en Italie. Mais c'est avec le Celtic Glasgow qu'il atteint l'apogée de sa carrière européenne. Manchester United se souvient encore de ses coups francs. Les Écossais de ses passes millimétrées, son leadership discret, mais redoutablement efficace. Puis vient une génération entière de pionniers modernes. Une génération qui n'a pas seulement exporté des talents, mais redéfini la manière dont le Japon existe dans le football mondial. Keisuke Honda, d'abord capable de frapper du gauche comme d'imposer le tempo d'un match, s'impose au CSKA Moscou, avant de rejoindre l'AC Milan. Makoto Hasebe, qui a fait une grande carrière en Allemagne, milieu de terrain de profession, celui dont personne ne croyait en catégorie jeune, lui était arrivé avec une promesse, celle de rendre fier son grand-père qui était le seul à croire en lui. Et quel bel hommage rendu avec un titre de champion d'Allemagne en 2009 avec Wolfsburg. 9 ans plus tard, il remporte la Coupe d'Allemagne avec Francfort, puis toujours avec l'Eintracht, il soulève la Ligue Europa en 2022, avant de prendre sa retraite en 2024 à l'âge de 40 ans. Yuto Nagatomo, enfin incarne la constance et la discipline. À l'Inter Milan, il s'impose dans la durée, occupant son couloir gauche avec la même rigueur pendant plus de 6 saisons. 3 joueurs, 3 trajectoires, mais une même ambition. Prouver que le Japon peut désormais produire des joueurs de haut niveau, capables d'exister dans n'importe quel vestiaire du monde. C'est cette génération qui conduit la sélection vers la Coupe du Monde 2010. Les Japonais terminent 2e du groupe derrière l'Australie, confirmant une montée en puissance constante depuis la fin des années 90. Dans l'histoire du football nippon, les mondiaux servent toujours de repère. Ils marquent les étapes d'une progression plus culturelle que sportive, celle d'un pays qui apprend à réviser sans renier son identité. Et sur le banc pour manager, Takeshi Okada, ce même sélectionneur qui les emmena pour la première Coupe du Monde du Japon en 98, 12 ans plus tôt. En Afrique du Sud, le Japon hérite d'un groupe redoutable, les Pays-Bas, futurs finalistes, les rugueux scandinaves du Danemark et le Cameroun. Le Japon surprend. Sérieux, organisé, propre techniquement, il s'impose face au Cameroun 1-0, s'incline honorablement contre les Néerlandais 1-0 et domine le Danemark 3-1. Deuxième du groupe, il accède aux huitièmes de finale, où l'attend le Paraguay, un adversaire prenable sur le papier, mais coriace dans les faits.
Le match est fermé, équilibré, presque étouffant. Aucune des deux équipes ne parvient à forcer le verrou. Il faudra une séance de tir au but pour départager les deux blocs. Yuichi Komano, numéro 3, s'élance, dans un silence irréel. Le ballon frappe la barre, avec un son que tout le pays entend encore. Un écho métallique cruel. Qui résonne comme un point final à un rêve éveillé. Ce jour-là, le destin a choisi le Paraguay. D'un rien, d'un souffle, d'une vibration de bois, les Japonais tombent sans s'incliner, vaincus sans avoir perdu. Dans leurs yeux, on lit moins la tristesse que la conscience d'avoir changé d'air. Car à cet instant précis, le Japon n'est plus un invité, il est devenu un adversaire que l'on prépare sérieusement. Cette Coupe du Monde 2010 agit comme un révélateur. Sur les 23 sélectionnés, près de la moitié, exactement 43%, rejoindront un club européen dans les mois et les années qui suivent. Le phénomène n'est plus isolé, il devient structurel. Les clubs européens ne considèrent plus le Japon comme un marché exotique, mais comme un vivier de footballeurs fiables, disciplinés, capables de s'adapter à n'importe quel contexte tactique. Le football japonais, longtemps tourné vers l'intérieur, devient exportateur. Le 11 mars 2011, la terre tremble, la mer avale tout. Tohoku s'efface sous les flots. Les chiffres sont terrifiants. 18 000 morts, des villes rayées de la carte, et des cœurs brisés à jamais. Le Japon, ce pays où tout semble toujours ordonné, chancelle. Et pourtant, quelques mois plus tard, sur les pelouses allemandes, on entend de nouveau battre son cœur. Ce sont les Nadeshiko Japan, les fleurs du cerisier. Elles s'avancent sans promesse, avec la pudeur d'un peuple qui souffre. Leur capitaine, Omar Essawa, joue en sélection depuis l'âge de 15 ans et a un quadruplé pour premier match. Elle a tout connu. L'indifférence, le doute, les défaites silencieuses. Mais à 32 ans, elle porte sur ses épaules la douleur d'un pays. Sortie du groupe B, s'érige à elle l'Allemagne. Pays hôte, double championne du monde. Le Japon s'offre l'impensable. En demi-finale, elle s'offre le scalp de la Suède. En finale contre les États-Unis, l'équipe s'accroche. 2 fois menée, 2 fois debout. Et quand la séance de tir au but s'achève, l'histoire s'inverse. Le Japon est champion du monde. À 5h du matin, des milliers de Japonais pleurent devant leur écran. Pas seulement de joie, mais parce que pour la première fois depuis le tsunami, ils ont quelque chose à célébrer. Le football vient d'offrir au pays un instant de paix. Quatre ans plus tard, l'équipe féminine retrouve la finale. Les États-Unis revanchardent, les balayent 5-2. Sawa, 37 ans, quitte la scène. Son maillot trempé de larmes résume la force tranquille d'une femme qui, sans modèle, a ouvert la voie à des milliers d'autres. Elle n'a pas seulement gagné une Coupe du Monde, elle a donné au Japon une raison d'y croire. « 2015-2016, c'est aussi Okazaki. Si vous vous souvenez de Okazaki, l'attaquant de Leicester champion surprise en Angleterre en 2016, alors vous vous souvenez très bien de Kagawa. Il y a des joueurs qui changent la façon dont un pays se regarde. Kagawa est de cela. Pas le plus brillant, pas le plus spectaculaire, mais sans doute le plus symbolique. À Dortmund, sous la férule d'un certain Jürgen Klopp,
Il n'a pas simplement joué, il a compris. Klopp le recrute presque par intuition, pour moins de 400 000 €. Une somme dérisoire, mais un pari d'orfèvre. Kagawa débarque du Cerezo Osaka, avec son humilité de gamin studieux et ses appuis de chat. Très vite, il s'impose au cœur du gegenpressing, ce concept fou où chaque ballon perdu devient une promesse de reconquête. En 2 saisons, il remportera 2 titres de champion d'Allemagne, fait chanter le mur jaune et devient le premier joueur japonais à jouer un rôle central dans une grande équipe d'Europe. Et pourtant, au moment où Dortmund atteindra la finale de la Ligue des Champions 2013, Kagawa n'est plus là. À l'été 2012, Manchester United et Sir Alex Ferguson l'appellent. Il cède à la tentation du mythe, Old Trafford. Le blason rouge, les projecteurs du monde entier. Il devient le premier japonais à porter le maillot des Red Devils. Dès ses débuts, il répond présent. Passe tranchante, but incisif, intégration rapide. Sous Ferguson, il découvre la rigueur du très haut niveau et la complexité du jeu anglais. Lorsque le technicien écossais s'en va, Kagawa est champion d'Angleterre. Une ligne qui, à elle seule, change le statut du football japonais. Car là où Junichi Inamoto avait échoué à valider son rêve anglais, faute de matchs joués, Kagawa, lui, va au bout. Premier japonais titré en première ligue, il offre à son pays une victoire symbolique. L'image du Japon qui ne vient plus apprendre mais conquérir. Sous David Moyes, le rêve s'essouffle. Son temps de jeu s'amenuise et Kagawa repart à Dortmund. Il y jouera un rôle majeur pendant 4 ans, jusqu'à l'arrivée de Lucien Favre. Son passage a laissé une empreinte, celle d'un pionnier élégant, d'un japonais qui n'a pas simplement traversé l'Europe, mais l'a obligé à le regarder autrement. Appelé à la tête du Japon en 2010, Alberto Zaccheroni devient le 6e sélectionneur étranger de l'histoire de la sélection nippone. L'Italien, fort de son expérience en Serie A, arrive avec une promesse, donner au Japon une identité claire, inspirée du modèle européen. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde 2014 au Brésil devait consacrer cette ambition, mais elle rappela surtout les limites du projet pour sa sélection masculine. Comme en 2006, le Japon aborde la compétition dans un groupe jugé abordable, Côte d'Ivoire, Grèce et Colombie. Mais sans véritable certitude, malgré un titre continental à la Coupe d'Asie 2011, la Coupe des Confédérations 2013 avait déjà laissé entrevoir la fragilité de la sélection. Une défense fébrile, un manque de réalisme et une incapacité à gérer les temps faibles. Au Brésil, les mémos refont surface, dominés de 1 par la Côte d'Ivoire malgré l'ouverture du score. Incapables de battre la Grèce, pourtant réduite à 10 contre 11, les Japonais s'effondrent face à la Colombie. Leur aventure s'arrête dès la phase de groupe avec un seul point pris. Les supporters qui avaient vivement critiqué le passage d'Okada 4 ans plus tôt espéraient un renouveau avec Zaccheroni. Ils retrouveront les mêmes regrets. Le bilan du technicien italien, malgré quelques promesses dans le jeu, reste mitigé. Une équipe séduisante sur le papier, trop tendre sur la scène mondiale. Seule note positive, cette génération Kagawa, Honda, Nagatomo, Azebe, Okazaki reste jeune et expérimentée. Elle incarne un socle pour la suite, une transition vers un Japon plus mûr, celui qui se reconstituera après la désillusion brésilienne. Le Japon aime les défis. Et dans un monde où tout se mesure à la Ligue des Champions, il lui fallait une scène pour prouver qu'il pouvait regarder les géants de ce monde dans les yeux. Cette scène, ce sera la Coupe du Monde des clubs. En 2015, Hiroshima s'avance, presque timidement. Un club discret au nom de province, face à des institutions centenaires. Mais le football, parfois, aime la surprise. Les Japonais battent Auckland City, puis domptent le tout-puissant Mazembe, mais tombent face à River Plate. Et dans le match pour la 3e place, ils battent le club chinois de Guangzhou. Une médaille de bronze peut-être, mais une victoire morale immense. Le Japon n'est plus spectateur, il entre dans le cadre. En 2016, la coupe est organisée au pays cette fois. C'est Kashima Antlers, club totem de la J-League, qui endosse l'armure. Victoire contre Auckland, victoire contre Mamelodi Sundowns, puis une victoire contre l'Atlético Nacional, le champion sud-américain. Et enfin la finale. Face au Real Madrid, dans le silence suspendu d'un stade japonais,
Kashima égalise, puis mène, un souffle parcourt le pays. Mais Cristiano Ronaldo, en mission, anéantit le rêve. Triplé, 4-2 après prolongation. Le Japon ne gagne pas, mais il fait vaciller le roi. « 2017, c'est Urawa qui s'incline trop vite. Mais 2018 voit Kashima revenir. En quart de finale, ils battent Guadalajara avant de tomber de nouveau face au Real Madrid 3-1. Puis pour la troisième place, ils perdent 4-0 face à River Plate. La marche est encore haute, mais plus infranchissable, car dans l'ombre des trophées soulevés par Messi, Ronaldo ou Neymar, il y a quelque chose qui change. Les clubs japonais ne viennent plus saluer, ils viennent se battre. Chaque match perdu devient une leçon. Chaque défaite est une preuve que le Japon rattrape le monde à petits pas constants, précis, patient comme dans tout ce qu'il entreprend. À l'aube du mondial 2018, le pays sait désormais une chose. Le football n'est plus un rêve importé, c'est un combat qu'il mène à armes égales. Quatre ans après la désillusion brésilienne, les Samouraïs Bleus arrivent en Russie avec un bagage nouveau, la maturité et le réalisme presque européen, l'expérience. Le groupe est un casse-tête, Colombie, Sénégal, Pologne. 3 styles, 3 écoles, 3 pièges. Personne ne sait qui en sortira vivant. Le Japon commence fort, victoire fondatrice contre la Colombie de 1, nul courageux face au Sénégal de 2, et puis la Pologne, déjà condamnée mais revancharde. Les Japonais sont menés au score contre les Polonais, alors les calculs s'invitent. Dans les tribunes, les supporters font leur compte. Sur la pelouse, les Japonais lèvent la tête vers les écrans géants. La Colombie mène face au Sénégal. Tout se joue à une nuance. 2 cartons jaunes de moins, 2 morceaux de papier qui décident d'un destin. Alors le Japon arrête de jouer, littéralement. Des passes en retrait, des échanges stériles, un temps suspendu. Le public siffle, le monde s'indigne. Les images rappellent l'ombre de Gijón 1982, ce match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais cette fois, c'est le Japon, ce pays de respect et de la droiture qui choisit le calcul. Ce jour-là, la qualification a un goût amer. Les Samouraïs Bleus sont passés, oui, mais à quel prix ? Leur football, d'ordinaire noble et généreux, s'est sali d'un pragmatisme venu d'ailleurs. Et pourtant, paradoxalement, c'est peut-être ce moment-là qui les fera grandir. Car pour espérer un jour battre les puissants, il faut d'abord apprendre à survivre parmi eux. Il y a des soirs où le football devient littérature, où le temps s'étire, se brise, puis s'effondre. Ce soir-là, à Rostov, le Japon touche l'éternité du bout des doigts. En face, la Belgique, son armée dorée, ses promesses d'or fanées. Les Belges jouent leur dernière chance. Mais le Japon ne lit pas le palmarès. Il joue simplement, et il frappe. Genki Haraguchi s'échappe côté droit et ouvre le score d'un tir croisé. Quelques minutes plus tard, Takashi Inui déclenche une frappe somptueuse de 20 mètres. Le monde s'arrête. Le Japon est à 25 minutes d'un exploit monumental, mais le football ne récompense pas toujours la vertu. À la 69e, Vertonghen réduit l'écart d'une tête improbable. 5 minutes plus tard, Marouane Fellaini égalise. En 10 minutes, le Japon passe du rêve au doute. Lukaku rate de très peu le 3e but. Et puis, Honda à l'éternel. Entré comme un samouraï au crépuscule, il rallume le feu. Il provoque, percute, tente, croit encore. À
la 93e, il obtient un coup franc. Sa frappe lourde oblige Thibaut Courtois à une parade. Sur le corner qui suit, Honda le tire lui-même. Courtois capte le ballon, relance immédiatement. Une remontée de balle de De Bruyne, 13 secondes et 3 passes. « 13 secondes qui effacent 20 ans d'apprentissage. Tout un pays comprend qu'il vient d'assister à la plus belle défaite de son histoire. Un revers qui marque la fin d'une génération. » Au-delà des émotions et des exploits, une question dérangeante s'impose. Pourquoi le Japon, malgré ses progrès constants, reste-t-il bloqué à la même hauteur? Car derrière la rigueur et la discipline se cache peut-être une forme de conformisme. Depuis 20 ans, le Japon s'est bâti une identité claire. Un football collectif, méthodique, rigoureux, presque scientifique. Un jeu de passes courtes, un mouvement coordonné de solidarité. Une signature, oui, mais aussi une cage. Dans un football moderne où la différence se crée par la créativité, la vitesse d'exécution et la prise d'initiative, le Japon peine à produire ces éclats individuels capables de renverser un match. Javier Aguirre, sélectionneur entre 2014 et 2015, avait entrevu ce blocage. Lui, l'homme d'expérience, formé dans la culture mexicaine et façonné par l'Espagne, voulait libérer les joueurs japonais de leur excès de prudence. Il estimait que le pays devait cesser de croire qu'un collectif à lui seul pouvait battre le monde. Son ambition, faire naître un Japon capable de déséquilibrer, de provoquer, d'oser, d'assumer l'imprévisible. Mais cette vision dérangeait. Le système restait figé autour d'un trio emblématique. Kagawa, Honda, Nagatomo. Des figures méritantes, mais érigées en totem intouchable. Aguirre voulait les bousculer, ouvrir la porte à de nouveaux profils, encourager les duels, l'audace, l'expression individuelle. Il voyait la clé du prochain palier. Il n'a pas eu le temps d'aller au bout, car la sélection japonaise entre 2014 et 2018 avait vécu une instabilité chronique. 3 sélectionneurs en 4 ans, des philosophies contradictoires, une fédération hésitante entre tradition et modernité. Résultat, une équipe solide, respectée, mais encore incapable de franchir le mur invisible qui sépare les bons élèves des grands d'Europe et d'Amérique du Sud. Le Japon sait jouer juste, il lui reste à apprendre à jouer fort. Et Mitsura Murai, adjoint de la présidence de la Fédération japonaise de football, partage ce point de vue. Lui qui lutte pour la formation des arbitres japonais en Europe et que les clubs japonais affrontent plus d'équipes européennes dans des matchs à enjeu pour progresser, car il est évident que oui, le Japon progresse, mais les autres pays des meilleurs championnats aussi. Malgré cela, Javier Aguirre sera remercié après 10 matchs. Rappelez-vous, on parlait d'une campagne à la qualification 2018 compliquée. Et pour cause, le coach sur le banc pendant 3 ans est le très caractériel Vahid Halilović. Le Bosnien ne s'entend plus du tout avec les joueurs et la JFA. C'est donc à 2 mois de la Coupe du Monde que l'ancien joueur du PSG est viré. C'est avec l'équipe de Japon, c'est ça. Même aujourd'hui, je n'ai rien compris. J'ai entendu toutes les bêtises, conneries que certaines personnes ils ont écrites sur moi. Même aujourd'hui, ce soir, je vous dis, tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr que j'ai très mal pris parce que le résultat était excellent. On était premier, meilleur défense, meilleure attaque, tout. Et c'est moi qui l'ai préparé toutes les choses avant la Coupe du Monde. Et 15 jours avant il m'a dit... Le président m'a dit manque de communication. Kozo Tashima, président de la Ligue, explique cette décision. C'est parce que nous voulons augmenter les chances du Japon de remporter la Coupe du Monde, même si ce n'est que de 1 ou 2%. Sur le plan sportif, les résultats avant l'événement étaient catastrophiques. Match nul contre le Mali, défaite contre l'Ukraine, une déroute contre le rival historique la Corée du Sud, ont mené à ce licenciement. Mais alors pourquoi le nouveau coach, Akira Mishino, malgré le 8e de finale, n'est pas resté en poste après le mondial ? Tout simplement d'un commun accord, le coach a pris la décision d'entraîner l'équipe nationale de Thaïlande à compter de 2019. Et le Japon ne fait jamais comme les autres. Là où beaucoup auraient choisi un nom ronflant, la fédération nippone a fait confiance à un homme du sérail, un artisan de l'ombre. Hajime Moriyasu, ancien milieu sobre, formé à la patience, il avait façonné l'équipe U20 et préparait les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, quand le destin lui confia une double mission. Mener la jeunesse vers les Jeux et porter la sélection A jusqu'au Mondial 2022. Deux compétitions, un seul fil conducteur.
rétablir la cohérence d'un football qui voulait enfin devenir une puissance stable. Son football n'est pas spectaculaire, il est exact. Les lignes sont rapprochées, les circuits nets, la mentalité intransigeante. À Tokyo, l'air est lourd, les tribunes vides, les rêves masqués. En 2021, son équipe monte palier après palier, jusqu'à la demi-finale des Jeux Olympiques. L'Espagne les stoppe, mais ne les brise pas. Dans la défaite, le Japon a grandi. Moriyasu, lui, a vu naître un noyau. Les Doan, Mitoma, Tanaka, Ito, une génération née pour désobéir au destin. La campagne de qualification pour le Qatar tourne à la démonstration. 8 victoires en 8 matchs, plus 44 de différence de but, 0 fissure visible. Certains rient, certains disent que les adversaires étaient faibles. Mais la beauté du Japon, c'est d'apprendre même quand il n'y a rien à craindre. Ce pays répète pour être prêt. Bien sûr, les adversaires ne sont pas d'un grand calibre. Aucun joueur en face ne fréquente l'élite européenne. Mais l'essentiel est ailleurs, la sérénité. Pour la première fois, le Japon arrive à une Coupe du Monde sans peur. Ni syndrome d'infériorité, ni nostalgie d'une époque révolue. Le tirage est cruel. L'Espagne, champion du monde 2010, l'Allemagne, champion du monde 2014, et le Costa Rica de Keylor Navas. Les sceptiques annoncent un naufrage. Les Japonais, eux, savent qu'ils marchent dans l'histoire. Le premier match est un séisme. Face à l'Allemagne, les Japonais menés au score renversent la situation grâce à Ritsu Doan et Takuma Asano. Victoire de 1, monumentale, symbole d'une équipe enfin capable de renverser un géant sans renier son style. Mais l'euphorie s'éteint brutalement face au Costa Rica. Les Nippons favoris s'empêtrent dans la peur de gagner. Pourtant, les Sud-Américains viennent de perdre leur premier match 7-0. Mais le Japon n'aime pas être le protagoniste. Les voilà donc au pied du mur au moment d'affronter l'Espagne. Pour se qualifier, il faut battre la Roja, un Everest. À la 11e minute, Morata ouvre le score. Mais le Japon, fidèle à sa patience, attend son heure. Ritsu Doan, alors entré en jeu, récupère le ballon sur un pressing haut. Le numéro 8 tente sa chance, une frappe si puissante qu'elle brûle les mains du gardien espagnol, un partout. 3 minutes plus tard, Ritsu Doan glisse un centre qui semble sortir du terrain. Avant d'être sauvé par Mitoma, qui sert Tanaka. Le ballon était-il sorti? La VAR s'en mêle, le monde retient son souffle. Les prières côté japonais dans les tribunes n'ont jamais été aussi nombreuses. Le suspense est insoutenable. Certains supporters nippons ont déjà des perles d'eau salée qui coulent le long de leurs joues. Coup de sifflet, quelques millimètres suffisent. Le but est validé. Le Japon termine premier du groupe, devant l'Allemagne et l'Espagne. Ce n'est pas une surprise, c'est une renaissance. Une nation entière vient d'entrer dans la cour des grands. Ce soir-là, Moriyasu ne lève pas les bras, il ferme les yeux. Car il le sait, pour la première fois le Japon ne court plus derrière le monde, il marche à ses côtés. Le Japon connaît ses adversaires pour les huitièmes de finale, et le tirage n'a rien d'un cadeau. Finaliste déchu du dernier mondial, la Croatie se présente comme une équipe vieillissante, bousculée durant sa phase de groupe, mais elle a su faire le nécessaire. Un but de plus que la Belgique face au Canada, et la voilà qualifiée. Pas de revanche donc pour les Japonais, 4 ans après leur élimination en huitième par la génération dorée des Diables Rouges. Face à la Croatie, le Japon prend le match à son compte. Supérieurs dans l'intensité, les Nippons pressent, combinent et finissent par trouver la faille. À la 43e, le but tant attendu tombe. 1-0. Le rêve prend forme, mais à la 54e, Ivan Perisic d'une tête imparable remet les deux équipes à égalité. Le rythme ne faiblit pas. Endo tente pour le Japon, Modric répond pour les Croates. Mais les gardiens s'imposent tour à tour. Les prolongations ressemblent à un murmure d'espoir, étouffé par la peur de tomber. Alors il faut trancher. Place au tir au but. Les samouraïs bleus gagnent le toss et décident de tirer devant leurs supporters. Minamino s'élance le premier. Arrêté. Mitoma le suit. Arrêté. 2 sur 2 pour Livakovic, en état de grâce. Brozovic transforme, 2-0 pour les Croates. Asano redonne espoir, 2-1, puis Livaja trouve le poteau pour la Croatie. Yoshida a la balle d'égalisation. Il rate encore. Des tirs timides, sans puissance, frappés à ras de terre.
Livakovic n'avait qu'à partir du bon côté. Le dernier mot revient à Pasalic. Le Croate s'avance, frappe plein axe, et scelle le destin du Japon. 3-1 au tir au but. Le rêve s'envole encore au stade des huitièmes. Les quarts de finale n'étaient pas loin, mais le Japon devra attendre encore 4 ans de plus pour peut-être franchir encore ce mur invisible qui sépare les bons élèves des grandes nations. Le football japonais a remporté une victoire essentielle, celle de la formation. Le développement des jeux ne cesse de progresser, et chaque saison voit émerger de nouveaux talents promis à un grand avenir. La J-League, depuis plusieurs années, s'impose comme l'un des modèles les plus cohérents d'Asie, à la fois rigoureux et visionnaire. En 2018, Andrés Iniesta, légende du FC Barcelone, choisit le Vissel Kobe, preuve du rayonnement croissant du football nippon. Mais au Japon, la priorité reste la même, former avant d'importer. Pour préserver l'identité nationale et offrir un espace de progression aux jeunes, le nombre de joueurs étrangers est limité par 4 par équipe. Cette règle n'est pas propre au Japon. Dans la plupart des grands championnats, des restrictions similaires encadrent la présence de joueurs étrangers. En Europe, chaque ligue fixe ses quotas. L'exemple du Real Madrid illustre très bien cette réalité. Le club espagnol, comme d'autres, encourage ses joueurs non ressortissants de l'Union européenne à obtenir la double nationalité. Une démarche devenue courante, notamment pour des talents comme Vinicius Junior, Eder Militao ou Rodrigo. Ces naturalisations permettent au club de libérer des places extra-communautaires, tout en renforçant la stabilité sportive de l'effectif. Ainsi qu'il s'agisse du Japon ou de l'Espagne, la logique reste la même, protéger la formation nationale tout en intégrant les meilleurs talents venus d'ailleurs. Un équilibre subtil entre ouverture et préservation d'une identité footballistique. Le résultat se lit sur le terrain. Ritsu Dohan, Takefusa Kubo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Wataru Endo et tant d'autres. Autant de noms devenus familiers en Europe. Et derrière eux, une nouvelle génération frappe déjà à la porte. Omare Tokuda, buteur de 18 ans au potentiel énorme, ou Hayato Tanaka, défenseur central de 21 ans, promis à la sélection, symbolise la continuité de ce travail patient. La J-League n'est plus un championnat d'appoint, c'est une véritable pépinière, un laboratoire où se forge l'avenir du football japonais. Les Nadeshiko poursuit elle aussi sa progression constante. Lors des 2 dernières Coupes du Monde, elles se sont arrêtées en 8e de finale en 2019 puis en quart de finale en 2023. Des parcours solides, signe d'une continuité et d'un haut niveau de structuration. Mais surtout, ces résultats traduisent la qualité de la formation qui s'exporte désormais. Les joueuses japonaises intègrent les plus grands clubs européens. Saki Kumagai, capitaine exemplaire, a porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais pendant 8 saisons, tandis que la jeune Malika Amano défend aujourd'hui celle de Chelsea. Le football japonais est devenu un acteur reconnu, exigeant et respecté. Les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ont confirmé les constances du Japon. Les hommes d'Hajime Moriyasu se sont qualifiés aisément, avec une seule défaite, 23 points pris sur 30 possibles et une différence de but de plus 27. Loin devant l'Australie, deuxième avec 19 points et un plus 9 au goal average. Les Japonais ont dominé sans contestation. Et depuis 1998, le Japon ne manque plus aucune phase finale du mondial. La Coupe du Monde est devenue un rituel, presque un partage culturel pour un pays qui a fait de la discipline et du travail une seconde nature. Mais attention à ne pas sous-estimer la complexité de la zone asiatique. L'Australie, trop forte pour l'Océanie, y a été repêchée et les nations progressent à grande vitesse. Le nouveau format du mondial à 48 équipes élargit les possibilités, mais renforce la pression. Finir 3e d'un groupe reste une épreuve redoutable, un chemin de croix logistique et mental que personne ne souhaite emprunter. Pour le Japon, l'objectif est clair, franchir enfin le cap des 8e de finale. En 1992, la fédération japonaise a un plan visionnaire, créer 100 clubs professionnels dans tout le pays. « 34 ans plus tard, en 2026, le Japon en compte 40. Un chiffre encore éloigné de l'objectif, mais révélateur d'une progression constante et maîtrisée. La Coupe du Monde est plus qu'une ambition, c'est un projet national. La JFA, qui est donc la fédération, ne se cache plus.
D'abord fixée à 2092, l'échéance d'un sacre mondial a été avancée à 2050. 6 éditions pour transformer le rêve en certitude. Le Japon a bâti sa force sur 3 piliers. L'esthétique du jeu court, hérité de Shodin. La rigueur tactique, importée par Detmar Kramer, père spirituel du football moderne japonais, et une culture de l'effort collectif profondément ancrée dans l'identité du pays. Aujourd'hui, il ne manque plus qu'une pièce au puzzle, l'individualité décisive. Ce joueur capable de faire basculer un match par un éclair, comme Ronaldo, Messi, Mbappé, Lewandowski ou Kane. Le jour où un Japonais incarnera cette figure, le pays s'assiera enfin à la table des grandes nations. En 2025, les Nippons ont prouvé qu'ils pouvaient regarder le monde droit dans les yeux. Victoire de prestige contre le Brésil, mais revers face aux États-Unis et au Paraguay. Le Japon ne pêche plus par technique, mais par mental. Il doit désormais assumer son statut de favori, sans en craindre le poids. La fédération le sait, il ne forme plus seulement de bons joueurs, il forme des joueurs mondiaux, capables d'intégrer des systèmes complexes, que ce soit en Première Ligue, en Bundesliga ou en Liga. À l'horizon 2030, avec une génération plus mûre et des clubs davantage ouverts, le Japon peut devenir une puissance footballistique majeure. Le jour où les samouraïs bleus franchiront le cap des quarts de finale puis des demi, l'équilibre du football mondial basculera. Ce sera la preuve que le jeu ne se construit plus seulement à Madrid, Manchester ou Munich, mais aussi à Tokyo, Osaka et Yokohama.